Voilà. Alors, donc, je vais commencer. On est déjà un bon petit nombre là à être connectés pour ce webinaire sur le label de qualité nationale eTwinning. On est deux personnes à animer ce webinaire avec vous cet après-midi sur les labels de qualité nationale. Donc, il s'agit de moi-même, Anthony Rioux. Je vais me présenter, puis après, je laisserai Aline se présenter à son tour. Donc, je suis Anthony Rioux, je travaille au Bureau d'assistance nationale eTwinning France. Ça fait maintenant presque 8 ans. Je suis professeur d'anglais de formation. Je travaille à 100% sur eTwinning et je m'occupe particulièrement, entre autres, de la partie évaluation des projets, voilà, des demandes de labels de qualité, mais aussi tout ce qui est label de qualité européen. On aura peut-être un petit peu l'occasion d'en parler, mais pas trop en détail, en tout cas aujourd'hui, et aussi de tout ce qui est le concours national et concours européen. Mais aujourd'hui, ce qui nous intéresse, nous, c'est le label de qualité nationale. Voilà, je laisse Aline te présenter, comme ça me permet, moi, de continuer à accepter les personnes qui se connectent. Bonjour à tous. Alors, je suis Aline Moulin, je suis enseignante, professeure des écoles en Haute-Marne pour l'Académie de Reims. Donc, j'ai une expérience assez large dans le premier degré et puis aussi, j'ai été directrice d'école pendant un temps assez long. Je suis ambassadrice eTwinning depuis 2017 et puis peu de temps après, je me suis intéressée aux évaluations de projets et donc je suis évaluatrice depuis maintenant quelques années. Voilà, et donc je suis ravie de co-animer cette visioconférence avec Anthony. Surtout s'il y a des questions sur des choses qui ne sont pas claires, vous n'hésitez pas à les poser dans le chat ou bien à demander la parole pour que ce soit plus clair. Voilà. Merci Aline. C'est un plaisir aussi de pouvoir animer avec toi puisque tu as aussi ce regard en tant qu'ambassadrice, donc experte des projets e-twinning et à la fois de l'autre côté, j'ai envie de dire, du côté évaluation. Donc tu vas pouvoir aussi apporter ton expertise et on va parler, Aline et moi, du dispositif qu'on met en place cette année parce que le label de qualité nationale, effectivement, c'est un sujet assez au départ qui peut paraître complexe. Et c'est aussi pour ça qu'on a souhaité faire ce webinaire pour vous expliquer un petit peu comment faire une demande de label de qualité et à qui s'adresse cette demande de qualité. Donc c'est un peu là, ce que vous voyez à l'écran, le déroulé de ce webinaire aujourd'hui. Donc on va voir un petit peu comment se passe le processus d'évaluation, qui évalue et les critères d'évaluation notamment expliqué. Et dans le mail que je vous adresserai demain, de toute façon, à l'ensemble d'entre vous, je mettrai tous les, notamment le diaporama qu'on a utilisé aujourd'hui avec Aline, et aussi tous les documents auxquels je vais faire référence, aussi bien moi que Aline, dans cette présentation sur le label de qualité. Voilà. Et ben écoute, Aline, je te laisse prendre la main, puisque c'est toi qui présente cette diapositive. Oui, Anthony, juste une petite remarque de collègues dans le chat qui précisent qu'elles entendent des petits bruits à chaque fois qu'on accepte, je pense, quelqu'un de Ah, nouveau ouais. dans le webinaire, donc ça dérange certains collègues. Voilà, Je coupe le micro pendant que tu parles. merci. Alors aujourd'hui, nous allons commencer par savoir à qui s'adresse, qui peut adresser une demande. Donc il s'agit de personnel du premier ou du second degré. C'est vraiment pour l'ensemble de la communauté éducative à partir du moment où un projet a été réalisé et où chaque potentiel participant a vraiment montré sa participation justement au sein du Twin Space. Je prends un exemple, dans le second degré, si on a un professeur d'histoire géo qui a fait un projet avec un professeur documentaliste, eh bien, ils peuvent tous les deux demander le label, faire une fiche de demande. Ils peuvent s'entraider, bien entendu, pour la demander, mais c'est important que chacun des deux fasse ce pas vers la demande de label, de même que les partenaires étrangers. Voilà, donc il ne faut pas hésiter à faire cette demande. Hop, je réactive mon micro en espérant que du coup les demandes d'accès ne perturbent pas trop. Mais en tout cas, donc quand est-ce qu'on fait une demande de label de qualité? Alors la demande de label de cette qualité se fait quand le projet eTwinning est terminé. Alors pas besoin nécessairement d'attendre la fin de l'année scolaire pour faire la demande, puisque si votre projet eTwinning a commencé, disons, au mois de septembre et qui s'est terminé au mois de décembre,
vous pouvez très bien d'ores et déjà faire la demande de label de qualité. Et cette demande de label de qualité sera de toute façon évaluée dans les semaines qui suivent votre demande. Une petite spécificité sur les projets Erasmus+, parce que vous savez que vous pouvez faire un projet eTwinning pardon, couplé avec un projet Erasmus+. Dans ce cas-là, la demande de label de qualité doit se faire quand le projet effectivement est terminé. C'est-à-dire que si c'est un projet Erasmus+, comme il se passe sur 2 ans, la demande de label ne se fait pas à la fin de l'année scolaire s'il continue l'année scolaire à venir, c'est-à-dire l'année scolaire 2025-2026. Donc, il n'y a pas de date limite en soi pour déposer sa demande de label de qualité. Comme je vous disais, vous pouvez la déposer dès maintenant si votre projet est terminé. Vous pouvez la déposer au mois d'août de cet été également. Il y a juste une date limite à respecter. C'est dans l'hypothèse où vous souhaitez déposer en même temps, vous souhaitez candidater au concours national eTwinning. Donc, c'est un concours national que le Bureau d'assistance nationale eTwinning organise chaque année. Et donc là, la date butoir, alors on n'a pas la date butoir cette année encore, mais globalement, la date butoir est aux alentours du 3 ou du 7 juillet. L'année dernière, c'était le 3 juillet. Je pense qu'il y a fort à parier que cette année, de toute façon, ce soit la même date, ce soit le 3 juillet. Dans tous les cas, vous savez qu'il y a une date butoir, c'est si vous voulez candidater au concours national et pour obtenir le label de qualité européen. Je pense qu'il y aura des questions là-dessus, on pourra y répondre tout à l'heure sur peut-être le concours national et le label de qualité européen, puisque c'est dans la continuité de la démarche de la demande du label de qualité nationale. Voilà. À toi, Aline, du coup. Alors, pourquoi demander un label de qualité nationale? Eh bien, il y a trois principales raisons. La première, c'est bien sûr la valorisation de votre projet, que ce soit la valorisation des adultes, des enseignants, mais aussi la valorisation pour les élèves. En ce qui concerne les enseignants, obtenir ce label de qualité vous permet de prouver, d'avoir une preuve de la bonne coopération, du dynamisme et donc une certaine reconnaissance de vos pairs et de la hiérarchie également puisque l'information de l'obtention du label de qualité est donnée pour le premier degré à vos IEN et pour le second degré au chef d'établissement. Et pour les 2 degrés, une information est également faite au niveau du rectorat. Ça veut dire que vous pouvez également valoriser ce label au cours de votre PPCR, le parcours professionnel carrière et rémunération, et puis également le valoriser sur le CV e-prof, pourquoi pas. C'est donc voilà, une certaine valorisation pour votre hiérarchie. La deuxième raison, c'est une raison aussi d'essayer de progresser également parce que vous pouvez avoir un retour sous forme de commentaires sur les qualités de votre projet avec une mise en lumière des réussites et puis également le commentaire peut vous donner également des pistes pour aussi améliorer, changer d'outils, avoir des outils peut-être plus performants ou alors explorer d'autres projets qui ont déjà été très valorisés et qui peuvent aussi vous donner d'autres idées pour un projet futur. Donc, alors, valorisation de tous, progression également dans la qualité des projets. Et puis, ça ouvre aussi, comme disait Anthony, d'autres possibilités, puisque l'obtention du label de qualité nationale est un préalable, même si ce n'est pas suffisant, mais c'est un préalable pour pouvoir obtenir le label de qualité européen. Et puis pour pouvoir éventuellement participer, si vous le souhaitez, au concours national ou au concours européen. Donc c'est le premier pas vers encore plus de valorisation si vous le souhaitez. C'est à toi, Anthony. Ouais. Et je rajouterai une chose aussi sur le label de qualité nationale, c'est une excellente opportunité pour disséminer, pour communiquer autour de votre projet, puisque suite à l'obtention de ce label de qualité nationale, vous pouvez organiser dans votre établissement, en lien avec votre correspondant académique, un correspondant académique, si vous ne le savez pas, en fait, c'est votre correspondant académique, comme son nom le dit, qui est un employé de réseau Canopé qui travaille dans l'un des ateliers dans vos académies, qui est notre référent, on va dire, académique, et qui qui co-organise avec le chef d'établissement une petite cérémonie
de remise des diplômes. Donc, c'est l'occasion d'inviter la presse, pourquoi pas son inspecteur, les parents, les élèves ayant participé au projet. Donc, c'est une excellente manière aussi de donner de la visibilité à ce travail qui a été accompli dans le projet et pour le coup, le label de qualité nationale. Alors, comment demander le label de qualité nationale? Donc, une fois que votre projet est terminé, donc il faut vous connecter à votre espace eTwinning. Je vais partager mon écran pour que je puisse vous montrer exactement comment est-ce que vous allez le faire. Donc, quand vous êtes connecté sur votre espace eTwinning, quand vous êtes connecté sur les ailes, vous avez un menu déroulant ici. Voilà. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est à partir de eTwinning, l'onglet eTwinning, vous avez My eTwinning. Et quand donc j'ai cliqué sur cette page, j'arrive ici sur la liste de tous mes projets qui sont actifs en l'occurrence et le projet pour lequel je souhaite demander un label de qualité. Donc une fois que j'ai cliqué, par exemple, si moi je veux cliquer sur, alors moi je prends un exemple, je n'ai pas de TwinSpace à proprement parler dans un projet, mais si je prends ce TwinSpace là, j'aurais cliqué sur la vignette et j'arriverai à cette page-ci, d'accord, qui me permettra voilà, d'accéder au TwinSpace. Nous, ce qui nous intéresse, c'est ici. On va cliquer sur cet onglet Apply for Label or Prize et à partir de ce moment-là, vous allez accéder au formulaire de demande de label de qualité en ligne. Et donc, vous aurez un formulaire à remplir avec les différentes sections, les différents critères d'évaluation dont on va parler tout à l'heure dans une prochaine diapositive. C'est un formulaire de toute façon que je vous conseille de, de télécharger. Je vous expliquerai, je vous mettrai tout ça dans le mail que je vais vous adresser d'ici demain avec l'enregistrement de la visioconférence. Mais vous avez un formulaire document Word qui est un document qui reprend la trame de la demande de label de qualité que je vous conseille de compléter hors ligne dans un premier temps puisqu'il est arrivé, alors, sur la nouvelle plateforme, je ne sais pas, mais sur l'ancienne plateforme, je sais qu'il y a des enseignants qui remplissaient la demande en ligne. Ça ne se fait pas en 2 minutes. Et donc, le temps de remplir toutes les sections, il arrivait qu'à la fin, au moment de valider la demande de label, au moment de valider, tous disparaissent. Donc, forcément, tout a disparu et le travail réalisé pour compléter ce formulaire était perdu. Donc, compléter ce formulaire hors ligne d'abord et ensuite déposer la demande sur le formulaire en ligne en faisant du copier-coller. Et dernière chose, sur cette demande de label de qualité, même si le projet, vous l'avez réalisé en espagnol, en anglais ou que sais-je, la demande de label de qualité est adressée au bureau national qui reçoit cette demande. La demande peut être, et je dirais même, doit être rédigée en français. Vous pouvez le faire en anglais, c'est pas bien grave, puisque nos évaluateurs parlent quasiment tous anglais, mais voilà, vous pouvez faire cette demande en français. Alors, le processus de labellisation. Qu'est-ce qui se passe? Quand vous faites une demande de label de qualité, donc nous, au niveau du Bureau national, on reçoit votre demande, on va vous envoyer un mail dans les jours qui suivent cette demande. Et du coup, on va lancer le processus d'évaluation. C'est-à-dire que moi, je vais prendre contact avec les binômes évaluateurs pour savoir s'ils sont disposés à évaluer le projet, s'ils peuvent dans leur emploi du temps. Et à partir de ce moment-là, le processus est lancé. On va se donner généralement un délai de, allez, 3 semaines, voire un mois, en fonction aussi de la période de l'année à laquelle se passe la demande de label, puisqu'il y a les vacances scolaires, donc forcément nos évaluateurs sont comme vous, ils sont enseignants, donc ils ne sont pas forcément disponibles, aussi disponibles que sur l'année hors période de vacances scolaires. Donc voilà un peu le temps qu'il faut pour que votre demande de label de qualité soit évaluée. Et à partir de là, donc, dès qu'on a le retour des évaluateurs, on vous tient au courant sur le résultat de la demande de label de qualité. Alors, on passe à qui évalue les projets. Donc, la commission des évaluateurs est constituée d'environ une quarantaine de personnes. Ces personnes travaillent en binôme, ce qui permet d'avoir des regards croisés sur l'ensemble des projets.
Ce sont des personnes au profil varié. Donc, il y a les correspondants académiques. Donc, l'acronyme couramment utilisé, c'est CORAC, voilà, pour ceux qui ont plus ce nom en tête. Il y a également des membres du BAN, du Bureau d'assistance nationale e-twinning, et puis pour une bonne partie également des enseignants, des chefs d'établissement, parfois certains enseignants aussi qui sont récemment retraités, qui constituent aussi les ambassadeurs, les évaluateurs à la commission d'évaluation e-twinning. Voilà, donc les évaluateurs sont essentiellement sollicités en fin d'année, pendant la période de juin à août, mais il y a également des évaluations au cours de l'année et en fonction de leur disponibilité, ils évaluent voilà, ou d'autres personnes le font parce que vous savez que ce sont des personnes qui ont aussi leur poste d'enseignant et qui font ces évaluations sur leur temps de liberté. Voilà, donc la commission d'évaluation se réunit parfois dans l'année pour pouvoir échanger, mutualiser et puis harmoniser aussi les pratiques d'évaluation. Donc voilà pour qui fait partie de la commission d'évaluation. C'est à toi, Anthony. Ouais. Donc pour compléter tes propos et en guise de transparence justement sur cette commission d'évaluation, comme le disait Aline, effectivement, la très très grande majorité des demandes de labels de qualité nationale interviennent à partir du mois de mai, juin et juillet. C'est là que les demandes affluent. Et donc, c'est sûr qu'en termes de densité, de nombre de projets évalués, c'est à cette période de l'année où on est en surcharge, même on pourrait dire, puisque donc c'est à ce moment-là que l'essentiel des demandes arrive. Et donc, euh, on se réunit, notamment il y a la commission des évaluateurs qui se réunit une fois par an au mois de juillet en présentiel pour ceux qui peuvent. Donc là, cette année, on est à 42 évaluateurs dans la commission et on est une bonne vingtaine à se réunir, à pouvoir se réunir en présentiel pour pouvoir évaluer les projets sur place. Donc, ça permet aussi une plus grande efficacité dans l'évaluation des projets, hein, puisqu'on est en présentiel, donc on peut échanger en direct. Voilà. Et sinon, le reste du temps, les évaluateurs évaluent en distanciel, à distance. Et après, donc, échangent entre eux sur l'attribution ou non du label de qualité. On pourrait ajouter également que les évaluateurs font partie et du premier et du second degré, et avec parfois des mélanges au niveau des binômes. C'est Voilà. ça. On essaye de mélanger, effectivement, d'avoir cette diversité des profils aussi dans les binômes. Et pour compléter même ce que dit Aline, donc effectivement, il y a des enseignants du premier degré, du second degré, y compris lycée professionnel, mais on a aussi, notamment dans l'équipe, alors je pense à un chef d'établissement qui est ancien professeur d'allemand, qui est aujourd'hui principal de collège. Donc voilà, donc c'est cette diversité aussi de la commission d'évaluation qui fait sa richesse et qui permet d'avoir une large vision en fait des projets qui sont menés dans les différents niveaux d'enseignement. Voilà, donc là, on va parler des critères d'évaluation du label de qualité nationale, même si on ne va pas rentrer en détail dans chacun d'entre eux, mais là encore, je vous enverrai cette grille d'évaluation que chacun des évaluateurs utilise au niveau national, mais plus que national, puisque c'est une grille d'évaluation européenne, hein, qui a été discutée en groupe de travail en lien avec le Bureau européen. Donc, cette grille d'évaluation, elle est la même dans tous les pays. Donc ça, les critères, on va dire, que vous devez prendre en compte un projet e-twinning, c'est ce qu'on va vraiment regarder dans un projet e-twinning, au-delà de la thématique du projet, de l'aspect pédagogique, etc. C'est vraiment ce qu'on attend d'un projet e-twinning, c'est la collaboration, hein. C'est d'ailleurs des critères qui peut être éliminatoire. Ce qu'on entend par collaboration, c'est pas juste une juxtaposition d'activités qui ont été réalisées dans une classe. Par exemple, les Français font une activité, ils déposent les activités qui ont été réalisées dans leur classe sur le Twin Space, c'est une chose. Mais nous, ce qu'on veut dans la collaboration, c'est vraiment, notamment dès le début, c'est une activité brise-glace qui permet aux élèves de tous les pays qui font partie de ce projet de faire connaissance et de créer des équipes internationales. L'idée, c'est d'avoir des équipes variées en termes de nationalité et que ces équipes-là travaillent ensemble
pour arriver à la réalisation d'un résultat commun. Alors, le résultat commun, le travail final, ça peut être une vidéo, ça peut être un magazine numérique, un e-book, ça peut être des affiches. Voilà, les résultats possibles, en tout cas, sont très variés. Et donc, c'est vraiment ce qu'on va regarder dans un projet tuning, c'est vraiment comment les élèves ont collaboré entre eux, les différentes classes faisant partie du projet. Donc ça, c'est vraiment un critère. S'il y a d'ailleurs sur cette notion de collaboration dans les projets qui parfois questionnent les enseignants, qu'est-ce qu'on entend par des activités collaboratives? Il existe, je le mettrai là encore, vous aurez beaucoup de lectures et beaucoup de choses à regarder, mais petit à petit, prenez le temps de regarder tout ça. Mais je vous mettrai dans le lien, dans le mail que je vous adresserai, le lien vers l'enregistrement de l'une de nos formations en ligne qui porte sur la collaboration. Des exemples, il y a des enseignants et ce sont des ambassadeurs là aussi qui ont participé à cette formation en ligne, donc qui parlent de ce que c'est que la collaboration, comment créer des collaborations, de la collaboration, pardon, dans les projets e-twinning. Donc évidemment, on regarde aussi de quelle manière le projet est intégré à votre programmation, à votre programme scolaire, puisqu'un projet e-tuning n'arrive pas comme ça, comme un cheveu sur la soupe. Il doit être intégré à votre progression, bien entendu, même s'il y a des projets e-tuning qui peuvent aussi se faire. Je sais qu'il y a des enseignants, je pense à une professeure documentaliste en particulier, qui, elle, fait ses projets sur le temps de midi, qui prend l'opportunité de cette heure de midi pour faire ses projets e-twinning. Donc, tout est possible. En tout cas, ce qu'on veut voir, c'est que ce n'est pas un projet qui arrive comme ça par hasard et que c'est un projet qui a été réfléchi et qu'on voit que ce projet a été réfléchi, qu'on le voit dans la demande de label de qualité nationale aussi. On va regarder, bien entendu, l'utilisation aussi parce que pour faire un projet à distance, ça va forcément nécessiter l'utilisation d'outils numériques. Donc, on va faire attention à ce que les outils respectent aussi cette réglementation sur la protection des données. Donc, avec les enseignants, s'ils ont fait signer aux parents une demande d'autorisation de captation de l'image et de la voix, ça, c'est quelque chose qui doit apparaître dans le TwinSpace. C'est l'autorisation, comme quoi vous informez les parents que vous allez réaliser un projet e-twinning et que donc, il y aura des images qui vont être faites, enfin des photos qui vont être prises, pardon, des captations de la voix aussi. Donc, les parents doivent être informés. Et ce document-là, on peut vous donner un exemplaire si vous le souhaitez. Il doit apparaître dans le TwinSpace pour montrer que vous avez aussi pris en compte cette dimension de ce qui est la e-safety, la sécurité sur Internet. On prendra aussi, Aline, tu voulais rajouter quelque chose peut-être? Oui, je voulais pas t'interrompre. Il y a simplement une question dans le chat qui justement parle des photos. Donc c'est Tatiana Rousseau qui demande, elle a entendu dire du moins, qu'on ne pouvait plus obtenir le label national si l'ensemble des photos d'élèves n'était pas floutées. Pouvez-vous me confirmer cette information? Alors, ça, c'est effectivement, c'est une grande question sur ce qu'on publie, ce qu'on ne publie pas, les photos d'élèves, etc. Euh, Notamment, il y a une pratique qui est adoptée, on va dire, par les enseignants du premier degré. Tu me diras si je me trompe, Aline. Les photos sont effectivement, on évite de mettre les photos des enfants ou alors on les floute ou on les prend de dos pour ne pas montrer le visage des élèves. Maintenant, sur le fait qu'on publie les photos sur le TwinSpace, dans la mesure où les pages du TwinSpace sont des pages uniquement visibles par les membres du projet, il y a pas de, vous n'aurez, enfin, ce ne sera pas un critère éliminatoire. Maintenant, c'est surtout, ce qui est important, c'est que il y a cette autorisation parentale de diffusion sur le TwinSpace et uniquement sur le TwinSpace, ou alors si c'est en dehors du TwinSpace, ça doit être mentionné dans l'autorisation parentale et les parents doivent avoir donné leur accord en pleine conscience que, effectivement, les photos de leurs enfants pouvaient être diffusées ailleurs que sur le TwinSpace. Mais en tout cas, dès lors que c'est sur le TwinSpace, on peut diffuser des photos de ses élèves sur le TwinSpace dans la mesure où de toute façon, personne d'autre ne peut y avoir accès si ce n'est que les membres du projet ou les parents des élèves qui ont été invités dans le projet. Ce qu'on entend par données personnelles, et là sur la question RGPD, et c'est pour ça que c'est un sujet de grande discussion aussi là-dessus qu'on a avec le Bureau européen, puisque la réglementation européenne sur la protection des données, elle s'applique aux pays membres de l'Union européenne. Et vous savez que notamment certains pays, je pense à la Turquie notamment, qui ne font pas partie de l'Union européenne, ne sont pas soumis à l'application de cette réglementation européenne sur la protection des données. Donc là, il y a aussi
de notre part une espèce d'exercice d'équilibriste entre nous, d'un point de vue français, on est censé appliquer le RGPD, et à la fois les enseignants turcs qui, eux, ne sont pas soumis à cette réglementation-là. Donc, ils vont utiliser des outils qui ne sont pas RGPD comme Google, des Google Forms, etc. Bon, on va de toute façon nous adapter aussi, et on en parle lors de nos travaux de commission quand on se rassemble, de cette flexibilité qu'on doit avoir. On ne peut pas reprocher à un professeur français d'utiliser des outils qui ne soient pas RGPD et à la fois les enseignants turcs qui, eux, d'un côté, les utilisent. Donc, il y a cet exercice à la fois délicat dont on est conscient et qu'on essaie d'appliquer le plus justement possible, en tout cas. Maintenant, effectivement, si les enseignants ou les élèves diffusent des adresses mail, des numéros de téléphone, des adresses postales, des choses comme ça, ce sont des données personnelles, c'est rédhibitoire. Ça, effectivement, c'est un critère qui n'est pas sans... Enfin, voilà, on applique là-dessus la stricte réglementation européenne, les données personnelles. Voilà. Je ne sais pas si Aline, s'il y a d'autres questions dans le chat par rapport à ça. Oui, j'ai répondu, c'était également des demandes par rapport justement aux autorisations parentales, parce qu'il n'y a pas que les photographies qui sont soumises aussi à autorisation, il y a également les travaux des élèves, qui doivent depuis... Alors au départ, on faisait signer juste une autorisation dans les écoles et dans les collèges de début d'année, et c'était valable pour toutes les photographies qui étaient prises au cours de l'année. Ça, aujourd'hui, ça n'est plus possible, donc il faut une autorisation par projet. Donc une autorisation pour le projet e-twinning et pour l'enregistrement de la voix, pour la mise en ligne des travaux des élèves et toutes ces choses-là. Ouais. Voilà, sinon tu as répondu à l'ensemble, je pense, des questions. Et puis, oui, je Ouais, pense je que c'est vois, bon. ouais, finalement, des photos de dos. Oui, effectivement, les photos de dos. En fait, les photos, elles nous servent, nous, en tant qu'évaluateurs, à voir vraiment, notamment, vous savez, notamment dans le premier degré, vous savez, il y a souvent des échanges de cartes ou de colis qui sont envoyés. Et c'est toujours intéressant, en tant qu'évaluateur, qu'on puisse voir aussi quelque chose qui est matériel, qu'on puisse le voir par le biais de photos. Par exemple, les élèves en école maternelle qui reçoivent leurs cartes de Noël ou leurs cadeaux, des petites spécialités locales, des partenaires. Voilà, c'est toujours bien de voir, mais soit on floute les photos ou on les prend de dos. Enfin, voilà, je ne sais pas comment, Aline, tu procèdes toi de ton côté, mais Alors après, si on reste uniquement dans le Twin Space et qu'on utilise des outils RGPD et qu'on a bien fait signer aux parents, pas plus dans le premier que dans le second degré, ouais, on a d'obligation de flouter, mais il faut vraiment bien avoir dès le départ. Effectivement, Patrick Vianney, qui est présent, le disait aussi, il vaut mieux, dès le départ, faire bien signer cette autorisation parce que le projet peut évoluer. On peut faire plus de choses que ce qu'on avait prévu au départ. Donc, quitte à faire signer une autorisation, c'est bien de la faire dès le départ avec un maximum de possibilités. Mais comme pour tout autre projet qui ne serait pas d'ordre, enfin, du numérique. ouais, Tout projet nécessite ouais. aujourd'hui ces signatures-là et il faut qu'on se protège aussi vis-à-vis des éventuelles poursuites. Ça Ouais. peut toujours malheureusement arriver. Je vois deux questions là que j'ai vues s'afficher sur mon écran. C'est sur le nom des élèves. Est-ce qu'on l'affiche sur le Twin Space? En fait, quand vous invitez, que ce soit enfin, c'est souvent dans le second degré, après en maternelle, bien entendu, vous n'avez pas invité vos élèves hein, sur le Twin Space. Mais dans le cas du second degré ou même dans le premier degré, à partir de CM1, CM2, enfin, vous invitez les élèves, mais vous mettez juste le prénom et la première lettre du nom de famille. Vous ne mettez pas le nom de famille. Voilà, ça c'est quelque chose que vous pouvez adopter. Ou alors vous mettez, je sais qu'il y a certains enseignants qui font aussi, qui invitent l'élève en mettant le prénom et à côté le nom du collège ou du lycée pour voir, savoir que Siegfried, lui, fait partie du collège français, etc. Et euh, j'ai vu une question aussi sur les autorisations parentales pour les publier dans le Twin Space. Vous créez une page dédiée aux autorisations parentales dans le Twin Space. Bien entendu, vous faites une capture d'écran, mais vous foutez le nom, prénom du parent ou des parents qui ont signé cette autorisation, ainsi que le nom de l'élève. Nous, ce qu'on veut voir, au pire, c'est la signature. On veut voir effectivement que cette autorisation, elle a été transmise aux parents et qu'elle vous a été renvoyée. Voilà, c'est juste d'un point de vue de preuve, en fait, qu'on veut voir ça. Oui, alors il n'est pas nécessaire non plus de mettre toutes les autorisations, hein, mais Non. un exemple suffit, voilà, pour dire qu'on est bien dans les clous, si j'ose dire. Ce que font certains, c'est qu'ils étalent les autorisations parentales sur une table
en essayant un peu de dissimuler, ils floutent ce qui est un peu personnel, bien entendu, les données personnelles, ils prennent en photo et on voit bien effectivement que les autorisations parentales ont été transmises aux parents et signées. Voilà. Et donc voilà, sur le dernier critère, sur résultats et documentation, là, ça fait partie un petit peu de ce qu'on appelle, nous, la dissémination, dont on parle beaucoup dans les projets Erasmus+. Donc j'en parlais tout à l'heure, justement, sur cette cérémonie de remise de prix. Bon, évidemment, là, avant d'avoir la possibilité d'organiser une cérémonie, il faut déjà avoir obtenu le label. Mais en tout cas, tout ce qui est dissémination, c'est, imaginez, vous faites une journée portes ouvertes dans votre établissement. C'est l'occasion rêvée, j'ai envie de dire, de pouvoir organiser un petit stand e-tuning sur le projet que vous menez dans l'établissement ou d'avoir dans un endroit de votre établissement un petit coin, un tableau d'affichage qui est dédié au projet e-twinning. Ou alors un coin dans une classe, enfin quelque chose en tout cas qui montre que le projet e-twinning, c'est pas juste quelque chose qui est sur un espace numérique, mais c'est quelque chose qui est presque palpable au sein de l'établissement. Voilà. Ça peut être un article de presse aussi, par exemple. Comme quoi vous avez fait appel à la presse pour faire venir un intervenant extérieur dans le cadre d'une activité liée au projet. Ça peut être aussi un article qui est diffusé sur le site internet de l'établissement ou sur le site de l'inspection académique ou que sais-je encore. L'idée, c'est on montre que le projet, en dehors de la classe, il vit aussi à l'extérieur et on en parle à l'extérieur. C'est ça ce qu'on entend par aussi la réalisation des objectifs, c'est de montrer que le projet est sorti un petit peu aussi de cet espace numérique qu'on appelle le Twin Space. Voilà. Je vois qu'il y a d'autres personnes qui se connectent. Alors, je te laisse la suite ensuite, Aline, pour cette partie. Alors, on continue avec justement ce qui va se passer ensuite. Donc, vous avez bien déposé votre demande de label, vos collègues également. Votre demande d'évaluation a été étudiée. Vous avez obtenu ou non le label de qualité. Et puis, environ un mois après votre demande, vous recevez la fatidique réponse. Et puis, ben, deux choix, je l'ai obtenu ou je ne l'ai pas obtenu. Si tu peux passer à la diapo suivante, s'il te plaît, Anthony. Allez, premier cas, on est très content, on a obtenu le label de qualité nationale. Dans le premier degré, votre IEN et le rectorat sont informés. Dans le second degré, votre chef d'établissement et le rectorat sont informés également. Généralement, vous recevez un petit courrier dans les jours qui suivent ou dans les semaines qui suivent, vous félicitant, et ça fait toujours du bien, voilà, venant de la hiérarchie. Vous avez également un document tel que vous le voyez sur la diapositive qui prouve, voilà, un document officiel qui prouve l'obtention du label. Si vous avez une exposition, par exemple, vous pouvez aussi le valoriser et puis le mettre au niveau de l'exposition. Vous pouvez également imprimer un label pour vos élèves et ce que disait tout à l'heure Anthony, organiser une remise de label, que ce soit avec peut-être quelqu'un de l'inspection ou alors avec votre chef d'établissement. Généralement, ils aiment bien être présents pour ce type de remise. Pourquoi pas inviter les parents pour leur parler également du projet, pour une exposition ou une présentation de la part des élèves. Et puis, deuxième cas de figure, s'il te plaît, Anthony. Alors, ne vous prenez surtout pas la tête, mais effectivement, ne faites pas comme le monsieur à gauche. Il se peut que vous n'ayez pas obtenu le label de qualité nationale. Donc, ce n'est pas une catastrophe, c'est-à-dire qu'on n'apprécie pas, mais vous allez bénéficier quand même du commentaire de la commission d'évaluation qui va vous en donner les raisons. Et qui va aussi vous donner des éléments, des pistes de travail pour essayer d'obtenir la fois suivante le fameux label de qualité. Alors, ça ne veut pas dire que votre projet n'est pas un bon projet, c'est pas un jugement de valeur au sens strict, ça peut être vraiment un projet qui a motivé vos élèves, qui était vraiment très bien, vous a aussi motivé dans votre manière d'enseigner, qui a eu un impact positif. Mais simplement, le label de qualité répond à une série de critères, voilà, qui sont des critères européens. Et parfois, ben, il peut y avoir un critère qui fait défaut. Et c'est justement là-dessus que le commentaire insistera pour vous permettre de comprendre justement le pourquoi. Bien entendu, dans ce cas de figure, vous êtes le seul à recevoir l'avis et puis le commentaire de la commission d'évaluation. Donc, c'est vraiment, ce n'est pas risqué du tout, hein. Évidemment, on peut risquer de ne pas l'avoir, mais vous êtes le seul à être destinataire de ce résultat. Voilà, Anthony. Ok.
Je rajouterais effectivement quelque chose. On a cette plus-value aussi, non pas pour prêcher ma paroisse, comme on dit, mais on a cette chance au niveau français de pouvoir, pour chacune des demandes, que ce soit l'attribution du label ou le refus du label, d'avoir ce retour votre demande de label de qualité. En fait, on parle d'évaluation. Moi, c'est un terme qui me dérange parce que on regarde effectivement le projet au regard de la grille d'évaluation européenne. Maintenant, tous les évaluateurs, autant que nous sommes, on n'est pas des inspecteurs de discipline, on n'est pas là pour sanctionner quoi que ce soit. On est là pour voir si la demande de label est en lien effectivement avec ce qui est décrit dans le Twin Space et que ça répond aux critères européens voilà, du label de qualité. Il faut vraiment, pour vous donner un ordre d'idée sur les statistiques, parce qu'après, on a 75% de projets qui sont labellisés sur les demandes. 75% des demandes sont attribuées, pour vous donner un ordre d'idée. Mais en tout cas, comme le disait Aline, le commentaire que vous aurez, même si vous n'avez pas le label de qualité, c'est une plus-value chez nous. C'est que vous n'aurez pas juste un message laconique vous disant que vous ne l'avez pas reçu, mais on vous donnera des conseils, des liens vers des ressources, que ce soit des ressources en ligne ou des ressources humaines aussi. Vous mettre en contact avec votre ambassadeur ou votre correspondant académique. Il ne faut pas que vous preniez ça comme une sanction, mais plutôt comme une démarche formative. C'est-à-dire que c'était plus une évaluation, si on appelait ça une évaluation formative, dans le sens où peut-être pour cette première demande, c'est pas bon, il y a peut-être des choses qui ont péché, mais on va vous donner tous les éléments et vous n'êtes pas seul dans cette aventure et on va en parler justement dans la suite de cette présentation. Voilà. Alors, juste avant que je repasse la main à Aline, c'est juste pour que vous puissiez aller plus loin dans... Alors, je vois que la vidéoconférence, elle se lance automatiquement. Je fais une pause. Si vous voulez en savoir plus, il y a une vidéoconférence. Donc, dans le mail que je vous adresserai demain, vous aurez cet enregistrement d'une formation en ligne qui parle en détail des critères de label de qualité nationale dont je parlais tout à l'heure dans une de mes diapositives. Donc, vous explique cette formation en détail les critères d'attribution de labels de qualité. Et après, bien entendu, sur notre site etwinning.fr, dans l'onglet Valoriser son projet et son établissement, vous avez une page qui est dédiée, entre autres, au label de qualité nationale et ensuite label de qualité européen, mais ce n'est pas l'objet de notre webinaire ce jour. Mais en tout cas, vous avez toutes les informations nécessaires pour pouvoir approfondir un petit peu vos connaissances sur cette demande de label de qualité nationale. Voilà. Et ben après, je te laisse la main, Aline. Alors, pour vous faire accompagner dans votre demande, on va pouvoir vous proposer peut-être un rendez-vous en académie. Donc, pour certaines académies, il y a des guichets qui seront mis en place avec des ambassadeurs qui se sont engagés à répondre aux questions qui se poseraient. Donc là, seront vraiment des questions sur votre projet. Ça pourrait être plus personnalisé. C'est pour ça que cela se fera en académie pour pas qu'il y ait trop de monde en même temps. Donc il va y avoir quelque chose qui sera proposé un peu plus vers le printemps, je pense. Euh, Avant ces propositions, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de commencer à rédiger en amont votre demande, de manière à pouvoir imaginer où vont se trouver les blocages, où vont se trouver les difficultés, et puis à pouvoir avoir des questions très pointues, finalement, vraiment sur votre projet. C'est une réponse personnalisée qui pourra vous être donnée à ce moment-là. Et puis, dans d'autres académies, ça pourrait être aussi des adresses mail d'ambassadeurs qui sont engagés également pour vous répondre. Donc, il ne faudra pas hésiter à les solliciter par mail avec vos questions et puis ils rentreront en contact avec vous. Juste pour rappeler voilà, que les ambassadeurs sont des professeurs comme vous, voilà, et qui peuvent vous répondre. Alors peut-être pas immédiatement, n'attendez pas de réponse immédiate parce que voilà, ils sont eux aussi en train de faire leurs cours, etc. Donc voilà, les réponses vous seront données, mais il faut peut-être attendre un petit délai. Donc deux formats, le format de guichet sous forme de visio et également les sollicitations par mail avec des questions pointues sur vraiment votre projet et vos difficultés ou vos blocages. Voilà, Anthony. Ouais, très bien. Euh,
il y a pas mal de questions, là, j'ai vu. Alors, je sais que Mm. Patrick y a répondu. Merci beaucoup, Patrick, d'avoir pris le relais dans le chat. Euh, donc, effectivement, n'hésitez pas, voilà, sur le site eTwinning.fr, vous avez une page notamment qui est dédiée à ces ambassadeurs référents dont Aline parlait à l'instant. Vous avez la liste de tous les ambassadeurs de vos académies qui sont disposés à vous accompagner dans votre démarche de demande de label de qualité. Hein, vraiment, ce que je vous renverrai aussi, ça dans le mail. Donc, il faut prendre cette opportunité de prendre le temps de se poser et enfin, saisir cette opportunité aussi d'avoir ces ambassadeurs référents qui peuvent vous dire les incontournables, on va dire, du label de qualité et pourraient même vous inviter, enfin, vous pourriez les inviter dans votre projet pour qu'ils voient un petit peu comment est votre projet et ils pourraient vous donner des conseils, par exemple, aussi sur des choses que vous pourriez faire, rajouter dans le Twin Space. Donc ça, c'est la chose que je voulais rajouter. Est-ce qu'il y a des questions auxquelles on n'a pas répondu dans le chat après? Alors, il y avait des questions par rapport aux outils RGPD Ouais. avec une liste nationale. Malheureusement, je pense que là, ça n'a rien à voir avec eTwinning, mais c'est apparemment par académie. C'est même les directions académiques, c'est même par département. Donc, enfin, nous, dans le premier degré, c'est assez complexe parce que, sans parler d'eTwinning, pour l'utilisation de tous ces logiciels, ça varie d'un département à un autre. Mm. Ouais. J'avais vu aussi, alors je ne sais pas si toutes les questions étaient répondues, j'avais vu tout à l'heure une question. Euh, oui, c'est sur j'insiste là-dessus, peut-être sur la demande de label de qualité qui est nominative. Hein. Tu l'avais dit, Aline, au début, c'est vraiment une demande nominative et le label de qualité nationale vient récompenser l'enseignant qui en fait la demande. Le label de qualité nationale, hein, on répète, n'est pas attribué au projet dans son ensemble, c'est-à-dire n'est pas attribué à l'ensemble des professeurs, c'est uniquement aux enseignants qui en ont fait la demande via le lien, enfin l'espace que je vous ai montré tout à l'heure en ligne. Voilà. Alors pour gagner du temps, par contre, si on est deux professeurs et qu'on a l'habitude de travailler ensemble, rien n'empêche d'avoir une partie commune avec les mêmes réponses au niveau de la demande. Simplement, il faut bien mettre en valeur de chaque côté votre Ouais. participation personnelle. Je crois qu'à un moment donné, il y a un onglet qui s'appelle Ma Oui. participation. Oui. Voilà, donc mais on peut quand même travailler ensemble. Il peut y avoir des choses qui sont, il y a pas on peut copier sans problème sur l'essentiel des critères finalement. Mm. Après, pour faire écho à ce que dit Tatiana dans le chat sur la digitale, euh, c'est vrai que bon, ce n'est pas parfait peut-être, mais en tout cas, c'est un outil. Moi, je vous invite à aller voir. Vous allez sur Google, vous mettez la digitale. Vous verrez que c'est, moi, j'appelle ça un peu le couteau suisse des outils parce qu'il propose de nombreux outils, des alternatives à des outils pas RGPD. Je pense à notamment beaucoup d'entre nous connaissons le Padlet. Le Padlet aujourd'hui n'est pas RGPD. Maintenant, donc il y a le Digipad de la suite de la digitale que vous pouvez utiliser en remplacement du Padlet. Mais par rapport au RGPD, ça me fait penser à une chose aussi. C'est une question assez épineuse et dont on a du mal à trouver en fait ce qui est bien, pas bien, parce que ça dépend ce qu'on entend par RGPD. Il y a la réglementation qui est la suivante et qui est ce qu'elle est. Maintenant, ça dépend. Moi, ce que je dis aussi souvent dans l'utilisation d'un outil numérique, c'est surtout l'usage qu'on va en faire. Si vous utilisez un Padlet, mais qui a absolument aucune information personnelle, qui a aucune photo, on va dire là pour le coup, parce qu'un Padlet c'est public, hein, même s'il est dans le Twin Space, mais bon, en tout cas, on n'est pas dans un espace, on va dire RGPD. Donc effectivement, dans un Twin Space, il n'y a pas de données personnelles, de photos. On ne va pas vous sanctionner si vous avez juste utilisé le Padlet comme un lieu d'échange où il n'y a pas vraiment de données personnelles, on va dire. Donc, mais c'est là qu'on est vraiment dans l'entre-deux. On ne sait pas comment, qu'est-ce qui est RGPD, qu'est-ce qui n'est pas RGPD. Donc, comme on le dit sur la page dédiée aux outils numériques sur notre site eTwinning.fr, c'est surtout l'usage qu'on en fait qui va être déterminant, on va dire, dans ce qui est RGPD ou pas, quoi.
Je regarde un petit peu les questions que je vois. Alors, on peut demander le label sur la participation à un projet que nous n'avons pas créé. Mais ok, on s'est ajouté. Oui, je vois, il y a c'est une personne, là, Léonore, c'est ça, qui demande si on peut demander le label sur notre participation à un projet que nous n'avons pas créé. Je veux dire, un projet auquel on s'est ajouté, bien entendu. C'est-à-dire que pour un projet, il y a un fondateur et un cofondateur qui, par la suite, a pu vous inviter dans le projet et vous avez pris part à ce projet. Autant que les fondateurs ou les autres membres enseignants, bien entendu, vous pouvez faire la demande. Mais comme le disait Aline tout à l'heure, effectivement, il peut y avoir 3 enseignants français qui ont participé à ce projet qui vont faire la demande. Ça peut être effectivement des parties communes, mais en tout cas, nous, ce qu'on va regarder dans votre demande de label de qualité, c'est la part que vous avez prise dans la réalisation de ce projet. Effectivement, nous, ce qu'on va voir, c'est comment vous vous êtes impliqué dans le projet par rapport à votre collègue du même établissement ou d'un autre établissement français qui lui aussi fait la demande. Donc, c'est vraiment ça qui va être aussi déterminant dans l'analyse qu'on va faire de cette demande de label de qualité. Et c'est pour ça qu'il est important de bien remplir la feuille de demande avec votre part et puis que votre participation soit vraiment perceptible dans le Twin Space, qu'on puisse voir à quel, enfin, que vous avez bien contribué, que chacun a bien contribué au projet. Je vois une question. Alors, désolé, hein, parce que je lis, il y a beaucoup de questions. Il y a Karine qui pose une question. Si on utilise la Digipad, donc l'outil Digipad hein, de la suite digitale, nos correspondants peuvent-ils aussi ouvrir un compte et l'utiliser comme nous? Oui, c'est-à-dire que en fait, vous allez créer, ou eux, même vos partenaires, vont pouvoir créer le Digipad, par exemple, et le diffuser sur le TwinSpace. Et ils vont pouvoir, comme vous, comme n'importe quelle personne qui aura accès à ce Digipad, vont pouvoir aussi contribuer, ajouter leurs vignettes et leurs commentaires, leurs images, etc. Au niveau des interactions, je vois la question d'Aurélie. Pour les interactions, est-ce que ça doit forcément passer par le TwinSpace? Alors, on n'est pas obligé de passer par les outils spécifiques du TwinSpace, mais en tous les cas, le TwinSpace doit pouvoir montrer qu'il y a bien eu un échange. Donc, ça peut être des captures d'écran ou des photographies pendant qu'ils sont en visio ensemble, si ce sont des élèves du second degré et qui sont déjà en équipe internationale. Donc, ce qui compte, c'est de pouvoir le valoriser et qu'on puisse le voir. Il y a les forums hein, sur le TwinSpace, vous avez les forums, c'est aussi un endroit, entre autres, où on peut voir la collaboration qui s'est mise en place au sein des équipes internationales. Je pense qu'il est déjà 14h50. On a dépassé de 5 minutes le temps qu'on s'était imparti, mais après, c'est pas problématique. Hop. Je pense qu'on a fait le tour. Sinon, n'hésitez pas à prendre le micro si vous voulez, pour si jamais on a une question à laquelle on n'a pas répondu. Vous pouvez prendre le micro et la poser, bien entendu. Sinon, on va pouvoir en rester là. Eh ben, écoutez, je vois qu'il n'y a personne. Bonjour. Oui, Ah, bonjour. En fait, je pense que vous avez répondu, mais je ne sais pas si j'ai bien, si j'étais attentive. J'avais posé une question sur le fait que bah, dans les projets où je me suis impliquée, les élèves se présentent avec un Padlet. Et en fait, je les ai laissés un peu en liberté. Donc, ils ont mis leur nom, leur prénom. Certains ont voulu mettre leur compte Insta, etc. Et du coup, là, quand je vous entends, ça me préoccupe. Je me dis, c'est peut-être pas du tout RGPD et il faut éviter. Et, je peux leur demander de l'enlever. ouais, ce qui va être le compte Instagram, notamment, oui, il va falloir le supprimer parce que c'est quelque chose effectivement qui euh, maintenant, c'est vrai que ça pose aussi question parce que vous savez, pour la collaboration et aussi l'échange, parce qu'on souhaite au-delà du projet, c'est qu'aussi les élèves puissent communiquer entre eux Ouais. au sein du projet et on sait très bien que c'est un souhait aussi des élèves. Sur ancienne plateforme, il était possible que les élèves puissent échanger entre eux.
via leur messagerie interne du TwinSpace. Et aujourd'hui, cette fonction, pour des raisons RGPD qui sont régulées au niveau européen, cette fonctionnalité aujourd'hui n'existe plus. Euh, donc effectivement, tout ce qui est compte Instagram publié sur Padlet, ouais, c'est quelque chose qu'il faudrait éviter, bien entendu, parce que c'est un accès, et pour peu que le compte Instagram est accessible à tout le monde, ce qui est souvent le cas, sauf s'il est paramétré en privé. Mais bon, voilà, effectivement, c'est quelque chose qu'il faudrait supprimer, tout ce qui est ces données-là d'accès vers des comptes Facebook, des numéros de téléphone, pour créer un groupe WhatsApp. Ouais. D'accord, ok, merci. Et il Et y qu'ils a, mettent leur vrai nom et prénom, ça c'est grave ou pas? Parce qu'ils se sont présentés la plupart avec leur nom et prénom. En fait, ils sont, voilà, moi je suis blabla, j'ai 16 ans, je suis content d'être dans ces projets. c'est une pratique qu'on essaye pour simplifier les choses, c'est juste d'utiliser le prénom. C'est ce qu'on dit en fait, hein, au niveau, afin de clarifier les choses, c'est vraiment d'utiliser le prénom uniquement, puisque le nom de famille en soi va pas apporter grand-chose dans la collaboration qui va se mettre en place. C'est D'accord, surtout le... Voilà, donc... ok. Et les digipads, c'est comme un Padlet, mais qui est dans les TwinSpace. Donc ça aurait, ce Alors, le serait. digi- il y a le Digipad, en fait, ce qu'on appelle, donc vous savez, vous connaissez tous le Padlet, donc on peut l'intégrer au TwinSpace, à la condition effectivement de ne pas utiliser de données personnelles. Il y a un outil dans le TwinSpace qui est déjà intégré, qui est un mur collaboratif, qui s'appelle le TwinBoard. Pour ceux qui ne le connaîtraient pas, hein, c'est dans l'édition de page, vous pouvez rajouter ce qu'on appelle un TwinBoard, donc qui est l'équivalent d'un Padlet en fait, hein, donc qui est intégré directement au TwinSpace. À défaut, après moi de mon point de vue personnel, ma propre autocritique, au niveau visuel, c'est pas hyper coloré, on va dire, alors que le Padlet, le Digipad, pardon, a peut-être un côté un peu plus fun, on va dire, un peu plus Oui. sympa pour les élèves. Voilà. Et là, Mais, par contre, le Digipad, il faudra l'intégrer dans le TwinSpace. mais les Padlets, c'est pas les digipads, c'est deux choses différentes. C'est deux choses différentes. Ouais. C'est deux outils qui proposent les mêmes fonctionnalités, mais dont l'un est plus conforme au RGPD que Padlet, qui n'est pas reconnu comme conforme au RGPD. Ah, d'accord. Parce que là, Voilà. en fait, c'est vrai que dans le projet où je suis, il y a beaucoup de Turcs. Donc, vous savez, c'est ces profs-là qui sont vraiment, qui ont créé les projets et Oui, moi, j'apprends avec oui, elles. Donc, oui, je me laisse un peu guider. Mais oui. c'est vrai que j'utilise Padlet, j'utilise Zoom pour faire les Ouais, non. conférences. Après, on va être vraiment aussi, parce que c'est quelque chose qu'on a vraiment pris en compte aussi l'année dernière dans les demandes d'attribution de labels, et c'est quelque chose dont on va discuter avec la commission des évaluateurs sur cette souplesse qu'on va nécessairement devoir adopter par rapport à des pratiques différentes selon les pays. Après, c'est vrai, comme l'exemple que je prends, c'est la Turquie, parce que voilà, ils sont pas membres de l'Union européenne, et donc forcément la réglementation ne s'applique pas à eux, et donc il y a un problème d'interprétation, et nous, Français, on va dire, bah non, mais en fait, nous, on peut pas utiliser, mais en fait, si, en Turquie, on peut. Et donc, ça crée effectivement des incompréhensions. Et donc, on est nécessairement obligé, parce qu'on peut pas, on va revoir aussi ces critères d'attribution sur le côté RGPD. On va être obligé d'adopter une souplesse, en tout cas, en parlant, bien entendu, nous, dans nos groupes européens de travail, c'est quelque chose qu'on aborde. Mais il faut aussi qu'on essaie d'harmoniser, effectivement, en tenant compte des différences entre les pays. Voilà. C'est là un peu la question. Mais parce que vous avez utilisé un Padlet, clairement, on ne va pas vous refuser le label, si ça peut vous rassurer. Non, C'est non, mais pas. les labels, c'est une chose, c'est bon, je ne sais pas. Mais c'est surtout par rapport à mes élèves, parce que je leur donne carte blanche pour se connecter aux conférences Zoom qu'on fait. Je leur demande de faire une présentation sur les Padlet. Et peut-être que je suis en train de faire quelque chose que je ne devrais pas. C'est Hmm. ça ma question. Après, Ouais, ouais. Je vois, il y a une autre. voilà, si c'est les outils que ces autres professeurs en Turquie, sont en train de proposer et d'organiser, bah, soit je ne participe pas, soit je fais comme elles. Je peux pas.
c'est quelque chose que là aussi vous pouvez mentionner dans la partie du label, dans la demande de label de qualité sur votre contribution personnelle. Ce sont vos propres commentaires sur le déroulé du projet. Vous pouvez mentionner justement cette question qui vous a interpellé, bien entendu, sur la question du RGPD, en expliquant aussi les différences, les outils utilisés dans tel pays. Ça vous a un peu mis en difficulté et c'est quelque chose on est obligé aussi d'en tenir compte dans cette demande de label de qualité. On n'a pas. C'est vrai que c'est difficile de résister, hein. Donc, en tant qu'utilisatrice aussi, moi j'ai des collègues aussi qui veulent utiliser des outils qu'on ne devrait pas utiliser, mais c'est vrai qu'après, on peut être parfois le seul à ne pas faire une activité pour éviter justement d'utiliser ces outils. Donc c'est vraiment une préoccupation, je pense, vraiment collective. C'est vraiment pour tout le monde. Cette question du RGPD, c'est très compliqué. Ouais, J'ai vu d'autres mains levées, Anthony, pour des questions Ouais, certainement. oui, oui. merci. Oui, alors moi je me posais la question pour le forum. Je ne connais pas du tout cette fonction et c'est pour les professeurs et pour les élèves ou pas du tout? Les deux, en fait, c'est-à-dire que c'est vrai que c'est un endroit privilégié d'échange entre les élèves. Et notamment, une fois que les équipes internationales sont créées, c'est un endroit où les élèves peuvent communiquer de façon asynchrone. Mais les professeurs peuvent très bien aussi, dans le cadre de ces forums, contribuer, participer pour aussi encourager les équipes ou apporter des informations pour apporter une certaine forme d'accompagnement et d'aide. Mais en tout cas, le forum, c'est à la base, c'est pour les élèves, bien entendu, mais les enseignants peuvent très bien aussi contribuer pour faire avancer les échanges entre les élèves. Merci. Oui, vous m'entendez? Oui. Oui, bonjour. J'ai pris la parole parce que de mon côté, sur le Twin Space, j'ai créé j'ai identifié mes élèves dans l'onglet Members et j'ai fait l'erreur de mettre prénom et nom. Sauf que je m'aperçois qu'en fait, je ne peux pas modifier leur profil. Enfin, Non. est-ce que oui, vous avez connaissance de comment faut-il faire dans ces cas-là? Non, effectivement, on ne peut pas, une fois qu'ils sont invités dans le Twin Space, l'identifiant est créé en fonction du prénom et du nom que vous donnez. Donc forcément, il va créer un prénom, point nom. Donc ça, on ne peut pas modifier l'identifiant des élèves invités. On peut juste que modifier le mot de passe, mais pas l'identifiant. Euh, c'est pas, en fait, je pense que ça va être surtout aussi l'accumulation. Je vais dire, il faut à un moment donné ne pas non plus se mettre trop de pression là-dessus parce que je vois que c'est une question qui vous interpelle beaucoup et c'est très bien. Après, je pense que au-delà de cette démarche que vous avez faite d'inviter les élèves aujourd'hui avec leur nom et leur prénom, on ne pourra pas non plus vous rejeter le label de qualité si vous avez invité vos élèves avec le nom et prénom. En fait, c'est bien aussi qu'on ait ce webinaire aujourd'hui, ce temps d'échange, c'est aussi pour vous rassurer. C'est qu'effectivement, il y a des critères européens, mais maintenant, on essaie aussi de voir, nous, ce qui nous intéresse au-delà de cet aspect RGPD, même si c'est un critère qui peut être éliminatoire, on est clair là-dessus, mais on essaye aussi de garder une certaine souplesse et de voir qu'au-delà du fait que vous avez invité vos élèves avec leur nom et prénom, si le reste du projet, vous avez les autorisations parentales, vous avez sensibilisé les élèves à la sécurité sur Internet, que c'est un espace certes privé, mais qui est accessible à l'ensemble des membres du projet, si on voit une démarche de votre part qui est conforme au RGPD, on ne va pas vous refuser le label parce que vous avez invité vos élèves avec leur nom et leur prénom. D'accord. Alors juste quand j'ai créé dans l'onglet Members, en fait, on me demandait de remplir prénom et nom, etc. Donc peut-être qu'il faudrait le spécifier à ce moment-là à l'intérieur du Twin Space qu'il y ait quelque chose d'écrit en ce sens, parce que c'est vrai qu'à ce moment-là, c'est trompeur. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Mhm. Alors après, Merci. Anthony, sauf si je me trompe, le Twin Space est quand même un espace protégé avec, voilà, tout le monde n'a pas non plus accès à ces données-là. Tant que les noms et prénoms n'apparaissent pas sur un groupe WhatsApp ou autre, je pense que c'est vraiment l'essentiel pour aujourd'hui. Ouais. Mais encore, je veux intervenir là.
je vois que donc on peut inviter nos élèves sur l'espace TwinSpace et du coup on remplit nous leur prénom et au lieu de mettre leur nom, on met juste la première lettre de leur nom ou le nom de l'établissement du lycée en fait. C'est ça? C'est ce que je disais ouais, tout à l'heure, c'est-à-dire que la pratique qu'on essaye d'encourager, en tout cas, c'est d'inviter les élèves avec leur prénom et la première lettre de leur nom de famille, ou au préalable, ça peut être aussi le prénom de l'élève, mais en nom de famille, vous mettrez, bah, si c'est le collège Jean Moulin, vous pouvez mettre très bien CLG Jean Moulin, par exemple, en nom de famille. Euh, D'accord. voilà, c'est une façon aussi, et c'est vrai que même nous, en tant qu'évaluateurs, ça permet aussi tout de suite d'identifier les élèves de tel ou tel établissement. Donc, je trouve que c'est une pratique qui, pour nous, en tant qu'évaluateurs, peut aussi simplifier pour voir si les élèves se sont bien connectés au TwinSpace. Bah, on a aussi l'établissement en fait de l'élève. D'accord, ok. Et puis une autre question, c'est que je vois que sur le TwinSpace, pas moi encore, enfin moi j'ai mis ma présentation, la présentation du lycée et j'ai laissé les élèves se présenter sur différents Padlet et les professeurs turcs, ils ont mis ça dans le TwinSpace. Donc ils mettent des liens vers les Padlet. Ils mettent aussi les photos de Zoom qu'on fait avec les photos de tout le Hmm. monde qui se connecte. Et donc ça c'est faisable en fait. On peut mettre des liens sur Padlet et sur n'importe quel autre outil, même s'il n'est pas RGPD, dans les espaces de la plateforme Tuning. Oui, dans la mesure. Après, comme le disait Aline tout à l'heure, de toute façon, c'est un espace qui est sécurisé, c'est-à-dire que personne ne peut y avoir accès s'il n'a pas été invité. Donc, dès lors qu'il n'y a que les enseignants, enfin les membres du TwinSpace qui peuvent avoir accès au Padlet, bon, voilà. D'accord, Sache- oui. En fait, la démarche de label de qualité, enfin, de ce webinaire, finalement, en amont, c'est aussi comment utiliser le TwinSpace. Et là, ça renvoie à une autre formation en ligne sur qu'est-ce qu'on peut mettre dans un TwinSpace, qu'est-ce qu'on peut ne pas mettre, justement. Donc, maintenant, effectivement, nous, on traite aujourd'hui du label de qualité, on vous explique les critères, mais avec aussi une certaine forme de souplesse, je veux dire, par rapport à ça. On pourrait y passer des heures, je pense, sur cette question RGPD. Mais c'est très bien, quelque part, qu'on ait aussi ce webinaire aujourd'hui pour vous dire, en termes de pratique, ce qu'il faut faire, et en tout cas les outils aussi qu'il faut favoriser. D'accord. Donc, il y a une autre formation sur qu'est-ce qu'on peut mettre dans la TwinSpace et qu'est-ce qu'on ne peut pas mettre. Il y a le 5 février prochain dans le mail que je vous ai adressé à tous, enfin en tout cas tous ceux qui j'ai adressé un mail pour vous informer de la tenue de ce webinaire sur le label de qualité. Et aussi le 5 février prochain, il y a une formation en ligne sur l'utilisation du TwinSpace. Donc ça peut être aussi complémentaire, et j'aurais dire plus que complémentaire, dans le cadre de la demande de label de qualité. Donc en fait, les deux webinaires, enfin en tout cas la formation en ligne du 5 février et notre webinaire aujourd'hui sont complémentaires parce qu'ils traiteront forcément des choses qu'on a traitées aujourd'hui, quoi. D'accord, merci. Bien écoutez, je pense pour ne pas, on est à 15h05, on a dépassé un petit peu le timing, mais après c'était aussi l'idée de répondre. Et comme je vous le disais, hein, le label de qualité nationale, on pourrait y passer bien plus de temps, mais en tout cas l'idée c'était vraiment de vous présenter ce label, ce à quoi il sert, comment le demander, pourquoi le demander. Maintenant, n'hésitez pas à prendre contact avec vos ambassadeurs, votre correspondant académique ou votre correspondante académique. Vous avez une adresse générique, hein, je l'ai mis tout à l'heure sur le diaporama. Vous avez assistance@etooling.fr. Là, c'est tous les membres du pôle assistance qui recevront cette question, mais qui me sera transmise de toute façon, à laquelle je répondrai, ou vous me contactez directement par mail si vous avez une question, en plus des questions auxquelles peut-être vous n'aurez pas eu de réponse, ou n'hésitez pas. Dans tous les cas, vous avez les ambassadeurs, vous avez vos correspondants académiques et vous avez le bureau national. Vous n'êtes pas seul dans l'aventure. Et il ne faut surtout pas hésiter à nous contacter. On est vraiment là pour ça et ce sera avec grand plaisir qu'on vous aidera. Voilà, Merci merci beaucoup beaucoup. aussi de votre attention. Et puis, ben, on attend une cascade, une avalanche de demandes de labels de qualité. N'hésitez pas, quoi qu'il arrive, vous aurez une réponse et vous aurez au moins des éléments pour poursuivre votre route. Voilà, au revoir.
Merci à vous. Merci Aline pour la visio.